Je vais vous laisser la parole, poser des questions et peut-être pour lancer le débat, une remarque, notamment sur ces arrangements non contraignants qu'on observe en matière de surveillance, qu'on voit se développer au niveau européen, alors bizarrement également en matière de migration. L'idée étant que, puisqu'ils ne sont pas contraignants, même au niveau européen, maintenant on voit apparaître ce qu'ils appellent des non-papers, des non-documents. Il ne pourra pas y avoir de recours ni de contentieux à l'encontre de ces mesures ni des mesures d'application. Et on voit que sont partagées des informations concernant des ressortissants d'États tiers, mais aussi concernant des ressortissants européens, à des autorités d'États tiers particulièrement protectrices des droits fondamentaux. Je pense aux Russes, aux Biélorusses, aux Ukrainiens. Et là, on envisage de le faire avec les Libyens, c'est pour vous dire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser et que vous avez à poser sur la question du contrôle. La parole est à vous. Marc Armstrong Noël, étudiant en Master 2 carrière juridique internationale. On constate aujourd'hui qu'il y a que la notion de sécurité prend une dimension tout à fait vertigineuse. Si on essaie de voir la prégnance de la dimension sécuritaire aujourd'hui dans la politique migratoire de l'Union européenne et partout dans d'autres contrées, par exemple aux États-Unis, comment cette problématique de sécurité gagne du terrain. Et je pense que ça fait craindre un peu les partisans des droits de l'homme. La question ? Ouais, la question c'est par rapport à la montée en puissance de la dimension de la sécurité. Quel est pour vous l'avenir des droits de l'homme ? D'accord. Jean-Philippe Feugel, je suis doctorant au CREDOF, je travaille principalement sur la question des lanceurs d'alerte. En fait, c'était intéressant d'avoir cette comparaison avec les États-Unis. On ne l'a pas beaucoup vu, mais dans l'arrêt Zakharov, en fait, le juge russe cite explicitement l'opinion dissidente du juge Kennedy, qui justement reprochait à la Cour suprême de ne pas avoir réussi à permettre aux personnes d'avoir accès aux cours. Et en fait, j'ai l'impression que des deux côtés des États-Unis, des deux côtés de l'Atlantique, en fait, on n'a pas tellement un débat sur la vie privée et ses frontières en tant que telles, mais plutôt sur l'accountability, c'est-à-dire sur la manière dont on va vérifier si ça fonctionne ou pas. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais aux États-Unis, il y a de plus en plus une stratégie d'utiliser le premier amendement pour avoir accès justement notamment aux ordres de surveillance de la Cour FISA. Et il n'y a pas non plus beaucoup de monde qui l'ont remarqué, mais dans l'arrêt Boucourt sur les lanceurs d'alerte, par exemple, il n'y a pas uniquement la protection des lanceurs d'alerte dans le domaine du renseignement, mais il y a aussi l'idée selon laquelle, quand une personne a lancé l'alerte, c'est-à-dire a fait fuiter des documents confidentiels, il faut que les juridictions puissent se saisir de ça pour pouvoir déclassifier éventuellement des documents qui auraient été classifiés secret défense sans qu'il y ait de raisons liées à la sécurité nationale. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi un intérêt à essayer justement de diversifier les modes d'action contentieux en se focalisant pas uniquement sur la vie privée, mais en fait peut-être qu'on aurait peut-être dû penser aussi à l'utilisation de la liberté d'expression, notamment parce que la CJUE il fait beaucoup référence aujourd'hui. C'est un moment que le premier amendement sert aussi à la vie privée, mais il a aussi ses limites, quoi. Mais bon, vous avez raison, hein, il faut multiplier les outils. Loïc Dachary, je suis de la Freedom of the Press Foundation. Et il y a un mécanisme de contrôle qui n'a pas été évoqué, ou très peu ici, c'est celui qui est souhaité par la recommandation du 30 avril 2014 par le Conseil européen, plus récemment par la résolution du 27 octobre de cette année par le Parlement européen. C'est le lanceur d'alerte qui est employé par la sécurité nationale. Alors je sais, il y a un... Je vais vous en parler maintenant, c'est de ma faute. Voilà, mais en fait c'est quelque chose... Pendant tout ce matin, on parle d'organismes de contrôle, mais il n'y a pas ça. Et donc ça, c'est... Voilà. Mais... Et il y a la deuxième question, en fait, elle est... si aujourd'hui, il y avait un Snowden à la française, il se heurterait à un problème. Alors là, pour le coup, c'est pas pour vous, mais c'est plus pour les journalistes. Il n'y a aucun média en France, et très peu en Europe, qui offre des mécanismes qui permettent à ce genre de lanceurs d'alerte de garder leur anonymat. Les mécanismes techniques sont juste pas là. Ils existent, hein, mais ils sont pas mis en place. Donc je me demande qu'est-ce qui retient les gens.
Bonjour, Hugo Contard, étudiant en intelligence stratégique et risques internationaux à l'Université Lyon 3. Donc ma question, c'était surtout pour Monsieur Delarue sur le contrôle parlementaire, puisque la nouvelle loi du 30 octobre 2017 a ajouté par son article 5 un nouvel article, à l'article 22 du Code de la sécurité intérieure, qui va définir du coup je ne sais pas si j'ai le temps de citer l'article, mais qui va établir un contrôle parlementaire sur tous les actes. Donc le Parlement devrait être notifié de tous les actes qui vont être pris pour les mesures de sécurité. Sauf que dans ce texte, il n'y a aucune mesure, on va dire, coercitive. Le Parlement n'a aucune mesure ensuite d'appliquer ce contrôle, de dire par exemple de faire cesser un acte ou alors, s'il n'a pas encore été pris, de l'annuler. Et donc ma question, c'était de savoir, est-ce que ça va être du coup juste un état des lieux avec un rapport annuel où ils diront bah voilà, la loi de sécurité a permis de faire la loi sur la sécurité et le terrorisme a permis de faire ça et donc de voir si c'était légal ou pas légal, ou est-ce que justement ça va permettre un réel contrôle et est-ce que l'Assemblée nationale et le Sénat vont pouvoir mettre fin à des pratiques qui du coup seraient illégales ou une surveillance illégale? Qu'avait ça la maintien à l'Université de Savoie. Je pense que dans la discussion on a une focalisation qui est justifié par rapport aux États-Unis. Mais aujourd'hui, si on regarde l'endroit où se passent le plus les captures et les données qui sont récupérées, elles ont lieu sur le trajet des câbles. Et sur le trajet des câbles, c'est le Moyen-Orient. Et c'est nos alliés au Moyen-Orient. Et ces éléments-là, je pense qu'on a tendance à vraiment les oublier. Les Russes et les Chinois aussi, mais ils ne se partagent pas les informations entre eux, mais j'aimerais qu'on voit aussi le Moyen-Orient sous l'axe de l'endroit où tous les câbles passent. Just to respond to the question about freedom of expression and the link with privacy, just wanted to say a couple of things in terms of using freedom of information request to actually break that kind of lack of transparency, particularly when it comes to intelligence sharing arrangements. So we are currently, I know we don't want to speak only about the US, but we are currently in litigation in the US after we have filed a freedom of information request to get more information around the 5i arrangements. And similar sort of type of actions can be done in other contexts as well. So with the police in the UK, we have filed a variety of freedom of information requests to get information about what kind of technologies they are using now, including some of the ones that we mentioned, like facial recognition and the like, something that was not in the public domain, but which we can now sort of start to gather that information through this mechanism. Thank you so much, Tommaso. Non, je ne voudrais quand même pas laisser tomber la question sur les rapports entre sécurité et droits de l'homme. Parce que c'est la question majeure. Moi j'ai eu l'occasion de dire, pardon de se citer, c'est absolument odieux, il y a quelques années que la sécurité est un ogre jamais rassasié. Pourquoi ? Parce que, d'une part, l'idée qu'on se fait de la sécurité est évidemment modifiable d'une année à l'autre, suivant la conjoncture du moment. Il est clair qu'aujourd'hui, on a des exigences de sécurité bien supérieures à ce qu'elles étaient il y a 15 ans, et on comprend très bien pourquoi. Et je dois dire, en effet, au vu de ce que j'ai vu, que la menace qui pèse sur nous est très importante. Bon. Mais la difficulté, c'est qu'on ne sait pas pour autant définir ce que c'est que la sécurité. Regardez n'importe quelle mesure que prend un maire, puisque les collectivités locales ont été citées à juste titre dans ce pays, c'est au nom de la sécurité qu'il va dire s'il y a 500 caméras de vidéosurveillance dans sa ville, mais un autre dira 80, etc. Bon, donc tout ça n'a pas de sens, sauf que à chaque fois on nous resserre la soupe de la sécurité pour nous dire qu'il faut absolument nous protéger. Moi, je suis un peu, je vous le dis très librement, parce que je suis un peu angoissé de ça, et nonobstant, bien sûr, ce que font ici les organisations non gouvernementales, j'en ai parfaitement conscience, je suis terriblement inquiet dans ce pays aujourd'hui, parce que les défenseurs des libertés publiques, face à l'exigence de sécurité, ne sont pas très nombreux. Je suis obligé de le dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'équilibre entre droits de l'homme et sécurité, il se joue notamment là.
Alors un dernier point sur le Parlement et le renseignement. Comme il a été dit ce matin, il existe une délégation parlementaire au renseignement depuis 2007. Elle a vu son rôle renforcé à partir de 2012. Il y a 4 députés, 4 sénateurs, donc c'est un petit congrès à soi seul. Et c'est présidé alternativement par un député et un sénateur. Aujourd'hui, Philippe Basse, président de la commission des lois du Sénat. Et tout dépend dans ce rôle, ce que veut faire le président. En réalité, il peut être très incisif, il peut être beaucoup moins, comme l'a été le prédécesseur de M. Basse. Alors, est-ce que la loi 2017 change quelque chose? Je ne pense pas fondamentalement, puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas de donner des dossiers individuels au Parlement, dont ça n'est pas du tout le rôle. Et par conséquent, ce qu'on demande au Parlement, c'est d'affiner le jugement qui va porter en effet globalement sur chacun des services de renseignement. Et par exemple, il pourrait s'intéresser, ce qui est fort légitime, sur la coordination entre les services de renseignement. Monsieur le Président de la République, Sarkozy avait essayé d'y mettre un peu de bon ordre, François Hollande aussi, et maintenant Macron a aussi fait son machin. Bon, et puis on a toujours la guerre entre services. Bon, donc peut-être que le Parlement a des choses à dire utiles là-dessus, mais je ne crois pas qu'il l'ait à rentrer. Et personnellement, j'y serais très hostile au dossier individuel.